Bonjour à vous tous et bienvenue dans notre processus expérimental qu'est celui du Manifeste mondial Anthropocène. Nous sommes rentrés dans l'Anthropocène, nous sommes Anthropocène, nous sommes la communauté terrestre. Nous vivons ensemble le dérèglement climatique, l'extinction des espèces, les pandémies, la famine, les pollutions des sols, les incendies et j'en passe, la liste est longue. Nous ne maîtrisons plus nos effets, tout change autour de nous. Et qu'on le veuille ou non, nous explorons nos propres vies et nos quotidiens. Alors depuis nos environnements proches, nos quotidiens, nos vies, qu'avons-nous envie d'exprimer? Voilà les questions de base de la journée. Et l'idée de fabriquer un manifeste qui est une œuvre ouverte, qui est une performance et qui donne la place aux différentes manières de s'exprimer. L'objectif est de ne pas terminer la journée forcément avec des points et un manifeste qui va édicter des règles sur comment on doit fonctionner, mais un outil de communication qui doit utiliser les médias de chacun, et ce partout dans la planète. Donc on va prendre la parole, on va la donner, et on va engager le dialogue. C'est ça qu'on va faire. Il est temps de faire connaître ce qui compte pour nous, que ce soit la musique, les corps, l'individuel, le collectif, les déchets, l'essence, les envies, les contes, les histoires, et bien d'autres. Nous avons tous des pistes, des idées, des objets, des actions. Seuls, elles semblent anecdotiques, mais ensemble, elles s'articulent, se nourrissent et se diffusent. Voilà sur quoi on est parti. Et bienvenue dans la session 1. Vous allez avoir à côté de nous la dessinatrice Lou Herman et le coordinateur de la session, Marceau Fauré, qui est ici, qui va animer le chat pour tout le public qui est à l'intérieur également, qui potentiellement va pouvoir devenir présentateur à un moment dans cette heure. Les pays à l'honneur, que vous allez découvrir tout d'abord avec les vidéos, sont la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les îles Marshall, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Corée, Japon. Au fur et à mesure du temps, il est 18h, c'est le crépuscule dans ces pays. On va avoir une discussion qui va tourner tout autour du globe. Mettre ces pays ensemble n'a été qu'un choix de fuseau horaire pour y donner un côté sérendipitaire, un hasard et maintenant une conversation que l'on essaye de mettre en place comme un processus qui va tourner tout autour au même moment pour tout le monde. Alors pour ce faire, on va commencer avec les premières vidéos qu'on a reçues. Et la première vidéo qu'on a reçue, que l'on souhaite vous montrer quand même, c'est celle de Michel Lusseau, qui va vous présenter d'abord, en toute avant-première, son premier manifeste. Bonjour, je suis Michel Lusseau, je suis géographe, professeur à l'Université de Lyon et directeur de l'École urbaine de Lyon. Pour moi, le mot anthropocène sert à faire un constat et à mettre en évidence une menace. Le constat, il est assez simple. Les activités humaines, de plus en plus intenses, de plus en plus extractives de ressources, ont un impact considérable sur le système biophysique planétaire. Cet impact provoque le forçage de ces systèmes biophysiques planétaires, un forçage qui a des conséquences globales, par exemple le réchauffement climatique, mais qui a aussi des conséquences à toutes les échelles de la planète synchroniquement. Tous les lieux de la Terre sont concernés par ce forçage. En tout lieu de la Terre, on peut observer l'impact des activités humaines sur les systèmes biophysiques et notamment sur les écosystèmes lorsque l'on se rapproche de l'observation locale. Voilà pour le constat. Mais le mot anthropocène permet aussi d'identifier la menace qui résulte de ce constat. Cette menace, elle est assez simple à formuler. Nous sommes en train d'ores et déjà d'affronter le début d'une crise de l'habitabilité de la Terre. Alors vous savez, crise de l'habitabilité, c'est quelque chose finalement d'assez concret. Cela signifie que d'ores et déjà, et de plus en plus dans les décennies qui vont venir, un certain nombre d'espaces terrestres ne seront plus habitables dans de bonnes conditions pour le plus grand nombre d'êtres humains. Cette crise de l'habitabilité, ce n'est pas une fiction dystopique inventée par un auteur morose ou pessimiste. Cette crise de l'habitabilité, elle existe d'ores et déjà. Dans des espaces qui sont ravagés, par exemple, par des méga-feux chaque année depuis une décennie, ne peut-on pas dire qu'ils deviennent
petit à petit peu propices à l'habitation. Dans des espaces qui sont confrontés à des stress sur des ressources essentielles comme les ressources en eau ou à des destructions systématiques d'écosystèmes liées par exemple à l'exploitation minière intensive, eh bien sans aucun doute, l'habitation devient de plus en plus difficile. Et d'ailleurs, au demeurant, pratiquement toujours, cette habitation devient de plus en plus difficile, notamment pour les plus fragiles, pour les plus pauvres, pour les plus faibles. Parce que l'Anthropocène nous rappelle aussi toujours que les injustices environnementales sont des injustices sociales, et réciproquement. Eh bien, partant de ce constat, et partant de cette menace, je pense qu'il est important de rentrer dans une logique de manifeste anthropocène. Le manifeste anthropocène, c'est ce moment où l'on prend conscience de cette menace à partir du constat documenté par la science. Et cette prise de conscience nous permet de dire qu'il n'est plus possible de faire comme si de rien n'était. Il n'est plus possible de ne pas agir. Il n'est plus possible de ne pas expérimenter de nouvelles manières de cohabiter dans tous les lieux de la planète. Et c'est cette expérimentation et ce refus de ne plus agir qui est au cœur du travail que nous menons à l'école urbaine. Et c'est ça qui nous a poussé à proposer pour la première année en 2021 et pour les autres années, nous l'espérons, ce manifeste mondial anthropocène où tous ceux que la question anthropocène concerne, tous ceux qui veulent véritablement agir, pourront se réunir, proposer, échanger, discuter, expérimenter. Donc, espace invasif, les légumes. Salut Loufa, qu'est-ce qui se passe? Mince alors, hein. Mes gènes ont déjà muté. Pas besoin de quoi que ce soit pour pousser. Je pousse parfaitement. Je pousse partout. Oui, mec, il est partout. T'as vu comment il a étranglé cet arbre à la mort? Mince, pointe de flèche, t'es pas mal toi-même. Tu t'es même glissé dans les égouts. Pointe de flèche. Tu sais, vivre est la chose la plus importante aujourd'hui. On est vraiment bien fertilisé ici. Aubergine. Ouais, cet espace vert public est 10 fois mieux que ce putain de potager. Notre maître nous donne du fumier tous les jours. Miam miam, je dis. Une cacophonie. Cacophonie. Pointac. Berk, ça me fait vomir. Dis à mon maître de ne plus mettre du fumier sur mes fleurs. C'est ce que je donne aux clients. Aubergine, tu ne comprends rien au goût. Tes mutants sont des imbéciles. T'as oublié d'où tu viens. Poidantac. Ah ouais, à cause de ton fumier, ces idiots dans le bâtiment de ton maître se battent tous les jours. Quelqu'un du 15e étage a versé un sac d'ordures sur le liseron d'eau. Piment. Allez les gars, ne vous fâchez pas. Oh, je vais lâcher mon jus piquant. Regardez le liseron d'eau. Il ne dit rien, lui. Liseron d'eau. Je voulais juste dire que nous avons tellement contribué, vous pensez pas? Non seulement notre domaine est plus vert, mais nous nourrissons nos maîtres qui nous disent que nous sommes les plus succulents des légumes. Liseron d'eau. Mais pourquoi ces gens en uniforme nous déracinent? Tarot. J'ai entendu mon maître dire que c'est les voisins qui caftent. Ils sont jaloux. Poidantac. C'est la faute aux pervers qui aiment le fumier.
Aubergine, t'es une vraie traînée, toi. Tu vois tes organes sexy attirer toutes sortes de faunes, des vers, des abeilles. Et Dieu sait qui. Haricots rouges. Et les mecs, arrêtez de vous battre. Il faut voir comment on va gérer les mecs en uniforme. Ils reviennent. S'ils reviennent. Piment. Oui, je vais me taire. On ne sait jamais. Les gars vont peut-être... mon jus va peut-être gicler. Éclat de rire. Puis silence. Lise Rondeau. Eh bien, moi, je me suis déjà reproduit. J'ai laissé mes graines dans la terre. Tout le monde joue au clone aujourd'hui. Carotte. Essayez si vous voulez. Moi, je dis... Je pense que l'être humain pourrait me déraciner, ne pourrait pas me déraciner. Ces dernières années, je m'entraîne en secret avec mon maître. Je suis le clou qui ne bouge pas. Ha ha. Éclat de rire. Loufa. Personne ne peut m'attraper. Essayez. On va voir qui a peur de qui. La foule parle. Agité. Haricots rouges. Vous savez quoi? On est comme ces 8 immortels qui traversent la mer et montrent leur pouvoir spécial. Hé, Bok Choy. Tu dis rien, toi? Bok Choy. Je suis pas du tout inquiet, car mes racines poussent toutes seules. C'est un truc que je cultive depuis des années. Vous avez entendu dire, une petite étincelle peut commencer un feu de prairie? Chut. Que débute mon propos. Une trace sur du papier et quelques mots lus à voix haute. Footprint, dit-on aussi en anglais pour qualifier le changement global. Alors je me prête au jeu. Voici mon témoignage. C'est l'histoire d'une balade, le long du littoral. Au bout du bout, comme j'aime à le dire souvent. Là où le vent souffle et les vagues se déchaînent. Là où la nature est restée intacte, inchangée, pareil au paysage décrit par Victor Hugo dans son exil anglo-normand. Le cap de la Hague m'a marqué indéniablement. À l'ouest de Cherbourg, au milieu de la Manche, nous sommes au Finistère normand. Ce matin-là, il avait plu abondamment. Le sol est détrempé, les rivières déchaînées. 25 ans que je foule cette terre et pourtant je suis toujours surpris. La lumière, les reflets, les contrastes et couleurs sont chaque fois différents. Mais je sais que vous connaissez, chacun à son endroit à lui, son lieu de ressourcement. Ma balade commence au Petit Port, le plus petit de France à 2 digues, comme on aime se le rappeler fièrement. C'est là que mes grands-parents se sont rencontrés, ils y faisaient leur pâté de sable. Une trace, un signe sans doute, une empreinte, là encore. C'est là que j'ai appris à nager, à sauter de la digue, à pêcher, en bref, à tisser ma relation avec la nature, à me construire en tant qu'humain, me faire terrien et puis un peu marin. Route des Caps, direction le chemin des douaniers, un sentier très particulier. Historiquement, on y luttait contre les contrebandiers venus des îles voisines. Aujourd'hui, c'est un chemin de grande randonnée qui sinue le long des rochers escarpés. Ce panorama-là, combien de fois déjà l'ai-je admiré? Et pourtant, année après année, je ne m'en suis toujours pas lassé. Et c'est aujourd'hui avec une joie non dissimulée que je souhaitais vous le partager. Sous mes pieds, la gadoue colle et ralentit mes pas. Les flaques, elles, font ploc-ploc. La route que j'emprunte portera certainement mon empreinte. Cette nature, sous mes yeux, n'a rien de naturel. Les gens du coin l'ont modelé, travaillé, façonné. Ici, une église, ou plutôt une chapelle.
pierre du pays pour la toiture, granit pour les murs. Au loin, le sémaphore pour aiguiller les marins. Des barbelés, quelques piquets de bois pour séparer les enclos, là où galopent l'été les moutons de Pré-Salé. Tout ici témoigne pour moi d'une relation spéciale à la nature. Car il faut s'adapter à la vigueur des éléments, et comme le veut le dicton, on se verra demain si le temps le veut bien. Toute une histoire. Les traces de l'homme sont ici omniprésentes, mais elles restent modestes. Quelques blocs de granit adroitement assemblés contemplent l'horizon quand d'autres sont tombés. Rongés par les embruns, ils gisent en contrefond. Des humains aux poissons, il n'y a souvent qu'un pas. Cet horizon qui s'ouvre, c'est mon appel du large, car la nature aussi façonne ses habitants. Empreinte. Tout est lessivé. La terre dit « c'est assez ». Jamais je ne l'avais vu ainsi désagrégé. Un sentiment de vertige me parcourt alors. Ce serait donc ça, l'anthropocène? Cette impression étrange que l'empreinte est trop forte? Que le sol, sous le poids des humains, se dérobe sous nos pieds? Que tout littéralement est en train de foutre le camp, du plafond de nos émissions au plancher qui finit dans les rochers? La mer d'un côté, les champs de l'autre. Et du vent. Et de l'eau. Sauvage, dit-on. Élevage. Maison. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour passer de cet habité-là? Soigner. Eh bien, voilà une vidéo très intéressante que nous venons de voir fabriquée par François de Gasperi, qui a présenté son travail et qui on coupe avant la fin pour donner la parole aux gens qui sont en ligne. Vous pouvez continuer à voir la vidéo sur la playlist YouTube. Généralement, on les garde en entier, mais l'exercice était d'avoir une équité de parole et que tout le monde puisse parler 3 minutes. Et certains, bien sûr, ont beaucoup plus de choses à dire que 3 minutes. Alors, nous avons sur Zoom différents intervenants qui sont en ligne et je vais vous donner la parole dans quelques instants. Donc nous avons déjà par chance reçu la Chine, le Japon, la Corée et l'Australie normalement dans le Zoom. Je vous invite à mettre votre vidéo, que ce soit Chen Rongfeng, Ishida, Hidetaka, Inri Lee et Victor Stephenson. C'est tout bon? Alors, Hello. oui, on vous entend. Bonjour. On vous entend. Chen Rongfeng, we're glad. Okay, good. I'm trying to open my video, but Ok, super. J'essaie d'activer ma vidéo, mais je crois que ma connexion n'est pas très bonne. Alors, Chen Rongfeng, nous sommes ravis de vous recevoir et vous êtes ici en direct depuis Shanghai, ou bien dites-nous de quelle ville vous parlez. yeah, I'm in Shanghai. Ok. Eh bien oui, je suis à Shanghai, c'est ça. Be here too. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Peut-être, est-ce que vous pouvez rajouter quelques mots à la suite de votre vidéo vous Can you êtes- hear me? Yes, we can hear you. Vous m'entendez? Oui. On vous entend très très bien. Or maybe it's the best. Okay, so well, the piece you just saw is about the vegetables that's planted in a communal garden in Shanghai, and Je vais vous parler de plantes et de fleurs qui ont été plantées dans un jardin communal à Shanghai. the plants and the vegetables. Et j'imagine donc les plantes et les végétaux comme un moyen de communication. Et effectivement, donc votre idée est d'entrer en fait dans la proposition dans ce manifeste et de donner la parole finalement aux non-humains en passant par les légumes et d'imaginer potentiellement qu'ils ont un message à nous faire passer. Et c'est vrai que pour l'Anthropocène, c'est un des enjeux centraux. Et est-ce que maintenant, juste une seconde avant de revenir à la discussion, on pourrait avoir monsieur
Monsieur Hidetaka, est-ce que, par exemple, vous pourriez nous dire en 3 minutes votre propre manifeste? Oui, alors je n'ai pas de vidéo, et donc j'ai préparé une présentation qui va donc durer quelques minutes. Donc je vais passer à ma présentation. Ishida Hidetaka, vous êtes philosophe spécialiste de littérature française et vous nous parlez depuis le Japon. Donc, depuis Nagano, dans le centre du Japon. Donc, je vais parler de ce soir. Ici, c'est le soir. Donc, aujourd'hui. Bien sûr. Donc, je vais faire une petite présentation de ma propre situation ici, dans la nature, donc au centre du Japon. Et à ce moment, on parle beaucoup des liens entre la pandémie actuelle et l'anthropocène, n'est-ce pas? Et la déforestation et le changement climatique donnent possibilité au développement croissant des pandémies, comme on le sait. Or, on pourrait dire que les arbres avaient poussé des cris d'alarme depuis très longtemps, et que d'ailleurs j'ai regardé la vidéo de notre collègue avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est la conversation entre les légumes, les végétaux, etc. Et donc les arbres avaient poussé des cris d'alarme depuis très très longtemps sur les pandémies qui se développent dans la forêt, n'est-ce pas? Alors, moi, depuis ma retraite d'il y a 2 ans, j'habite dans la région, donc en montagne de Nagano, au centre du Japon, en altitude. Ici, c'est ma maison. J'ai mon arc de pin devant ma fenêtre. Je veux parler de cette fenêtre qui, jusqu'à présent, se porte donc tant bien que mal assez bien. Mais je suis très, très inquiet parce qu'aux alentours, les pins commencent donc à mourir dans les forêts. Et donc, c'est la maladie du nématode du pin qui fait ravage dans les forêts d'alentour. Donc, c'est la photo que j'ai prise cet après-midi ici, donc il y a 3-4 heures. Et que le mécanisme est le suivant, c'est que le réchauffement climatique facilite de plus en plus la propagation des insectes qui sont vecteurs qui transmettent le nématode, et avec augmentation donc seulement d'un degré de température de la moyenne de température dans la région, la quasi-totalité donc du Japon va entrer dans l'impossibilité de voir les plantes de pin, alors que les pins représentent vraiment une valeur culturelle traditionnelle dans la culture du Japon. Et donc, la quasi-totalité des îles de l'archipel japonais vont basculer dans la zone en danger de disparition des pins. Et dans ma région, malheureusement, c'est déjà commencé. Donc, la menace est vraiment, vraiment réelle. Voilà, c'est ma petite présentation pour donc entrer dans la discussion. Oh, merci beaucoup, Ishida. C'est vrai que de passer des légumes aux arbres, c'est un heureux hasard. Effectivement, nous ne prévoyons aucun des liens qui se font, si ce n'est les liens du hasard qui relient nos propres observations. Et maintenant, j'aimerais donner la parole à Inri Lee, qui nous parle depuis la Corée, qui est architecte et professeur à Pusan, si je ne me trompe pas. Inri Lee, bonjour et ravi de vous revoir après tant d'années passées potentiellement à Shanghai ensemble. Est-ce que votre micro est bien branché? On ne vous entend pas, Monsieur Lee. Yeah, nice to see you. Super. I'm sure I didn't prepare a video
but I have something to tell you. Alors, je n'ai pas préparé de vidéo, mais j'ai une histoire à vous raconter. Et bonjour à tous. Donc, j'enseigne dans mon université sur ce sujet et aussi je m'occupe de l'architecture. J'enseigne l'architecture et l'aménagement urbain. Et je pense que se poser la question de savoir comment nous vivons sur cette planète est la meilleure façon de survivre sur notre Terre. Et je m'occupe des relations entre les humains et les écosystèmes. Et malheureusement, je ne comprends pas toujours cette frénésie, parce que lorsque j'étais jeune, j'ai étudié, je m'excuse de ne pas pouvoir parler français parce que je l'ai étudié quand j'étais plus jeune, mais malheureusement j'ai un petit peu oublié, mais ça ne va pas m'empêcher de développer un petit peu ce que représente ce manifeste de l'Anthropocène pour moi. Donc pour moi, c'est la relation entre la nature et les êtres humains. Au début de l'humanité, lorsque les êtres humains ont commencé à peupler cette terre, eh bien, les êtres humains se sont installés sans avoir à se préparer, puisque c'était la première fois qu'ils arrivaient. Ils ne savaient pas vraiment comment s'installer. Puis le temps s'est écoulé. L'humanité a appris à utiliser les ressources que la nature lui donnait. Et on a commencé à accumuler des choses. Et à partir techniquement de l'ère industrielle, comme vous le savez sans doute, l'humanité s'est aussi étendue géographiquement et on a pu se développer au sein de la nature et sur la planète de façon très excessive et par un processus très excessif et de façon très destructrice aussi pour la nature. Comme vous le savez, lors de l'ère industrielle, beaucoup de personnes qui vivaient à la campagne sont venues travailler et vivre à la ville, ce qu'on appelle l'exode rural, pour tirer un avantage économique de cette situation, ce qui a congestionné un petit peu les villes. Et pendant cette période, pour pouvoir héberger le plus de personnes possible dans les villes, eh bien, beaucoup d'habitations ont été construites, c'est ce que l'on appelle l'urbanisation. Et en Europe et aux États-Unis et en Amérique, il y avait énormément de villes à l'époque et qui ont terminé leur processus d'urbanisation. Et aujourd'hui, ils se concentrent sur la régénération de ces espaces urbains. Mais il y a beaucoup de pays et de villes d'Afrique et d'Asie de l'Est sont dans cette phase d'urbanisation aujourd'hui, ce qui représente un problème très important en ce qui concerne le développement. Okay. Yeah, Mr. Lee, I would just Bien, Monsieur Lee. go towards the conversation since we go towards these 25 minutes. Bon, je vais juste... Ah, non. Désolé, normalement, vous devez entendre
la traduction. Nous allons peut-être, excusez-moi de vous couper, nous allons passer à la discussion, mais merci pour votre message sur la relation entre l'industrialisation de la Corée, les effets de la guerre et les problèmes de l'urbanisation généralisée d'une certaine manière et des enjeux architecturaux. Et je vous propose maintenant peut-être à tous les trois qui êtes en ligne et d'autres personnes qui dans le public ont peut-être des messages à nous faire passer sur ces enjeux-là. J'aimerais engager cette question peut-être par une première question autour de ce manifeste. Que serait ce rapport entre les non-humains, le monde végétal, et finalement le monde fabriqué et matérialisé, qui est potentiellement notre habitat sur Terre. Et peut-être j'aimerais commencer par un enjeu qui est le plus peut-être loin de tout ça, va être celui de Chen Hongfeng. J'aimerais vous entendre sur la question de cette vidéo et de cette relation finalement à la place des aliments et des légumes, disons-le, en Chine. Et cette vidéo, pour quel message en fait vous pensez qu'elle peut avoir un impact sur finalement notre relation? À un moment, on les entend dire « vous êtes clonés », elles ne s'entendent pas forcément les unes avec les autres. Chen Hongfeng. Yeah, sure. Yeah, can you hear me? Oui, bien sûr, vous m'entendez? Basically, I think the vegetable can mutate. Eh bien, moi, je pense que les végétaux ne peuvent pas muter à cause des activités humaines. Peut-être qu'il n'y aura plus de végétaux dans peu de temps, puisqu'on sollicite trop la nature. Et puis, je pense qu'à cette ère de l'Anthropocène, on se rend compte que le danger principal et l'espèce la plus invasive, c'est l'être humain. Et dans cette vidéo, j'ai considéré que ces végétaux étaient des espèces invasives, puisqu'elles étaient plantées dans un jardin communal, là où elles ne devaient pas se trouver. Et je pense que ce que je veux dire par ce message, et en fait qui est mon sujet de recherche, ma recherche actuelle, c'est d'explorer les tensions entre les espèces invasives et puis creuser justement sur les similarités qu'il peut y avoir entre les espèces maîtrisées et les espèces invasives. Et je pense que la question qui se pose aussi, c'est la question de l'arrogance, et on peut le voir avec cette pandémie de la Covid-19, c'est qu'il faut changer de mentalité. Le concept de Wu, qui est un concept taoïste, c'est l'harmonie avec la nature. Est-ce qu'on en est là? Et c'est le message que je souhaiterais passer. Est-ce que, Ishida, vous voulez réagir à ce message qui, pour moi, merci beaucoup, Chen Hongfeng, de rappeler le Wu qui n'est pas un concept sans sens pour nous, et cette relation à la Chine qui est très forte, vraiment de ramener sur cette question où on est à l'intérieur de la nature, et ça me touche beaucoup qu'on commence par ça. Ishida, Itaka, comment vous imaginez, quel serait votre message pour cette relation entre le monde que vous venez de décrire, le monde habité, celui de l'homme, et ses vers, et c'est cette espèce qui est en train de dévaster vos forêts de pins, parce que c'est une des premières étapes, et bien sûr derrière la question des incendies, des feux, et au-delà de la destruction d'une espèce, pose bien d'autres questions. Ishida, est-ce que vous voudriez rajouter des points sur votre propre message, au-delà de votre message d'alerte? Oui, d'abord je suis bien d'accord avec notre collègue chinois pour dire que le clivage, la nature, donc la culture, la nature et donc l'humanité doit être radicalement reconsidéré. Ça c'est sûr. Et d'autre part, c'est que un homme, un être humain en tant que entité énergétique consomme beaucoup d'énergie,
biologiquement, l'être humain n'a besoin que une centaine de watts comme dépense d'énergie. Mais en fait, maintenant, les hommes, l'être humain consomme 20 fois, 40 fois plus d'énergie nécessaire pour l'être biologique en tant qu'homme. Donc, il faut modifier ce rapport et puis il faut reconsidérer nos catégories économiques, etc. Et ça, c'est très urgent parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Donc, selon l'horloge de la survie de la Terre, il ne reste qu'une centaine de secondes d'après la dernière publication, n'est-ce pas? Donc, il faut radicalement penser notre conception de la vie, de la vie de l'humanité. Et ça, c'est la question vraiment philosophique fondamentale qui est donc universelle, je pense. Voilà ma première réaction. Merci beaucoup pour ce message très sensible, Ishida, qui effectivement, l'urgence et la notion du temps pour nous est fondamentale, car le temps finalement se voit à différentes échelles et le temps de l'homme face au temps géologique déjà ne représente rien. Et d'un seul coup, parler du temps de l'urgence en réduisant qu'on se retrouve dans un délai de 100 secondes, je pense si on remet sur un rapport d'échelle sur une vie humaine, ces 100 secondes représentent vraiment le moment dans lequel on doit réagir. Et effectivement, Chen Rangfeng aussi, si je reviens sur ce que vous disiez, ce qui me paraît assez fort, c'est aussi cette relation en disant que le Covid aussi révèle ce moment-là et que c'est le moment de l'urgence et c'est un élément qui nous fait nous en rendre compte. Inri Lee, est-ce que vous souhaiteriez réagir sur cette relation entre la ville et la nature et finalement votre positionnement sur quelle devrait être notre action et la manière de voir les choses, vous, depuis la Corée? In English, please, again. Oh, sorry. I thought you would be like in the debate, like. Pardon, je pensais que vous participeriez au débat. Je ne savais pas que vous n'aviez pas entendu. Ma question, ce serait de connaître votre point de vue concernant la nature, la relation entre la nature, les villes et les interactions entre ces deux éléments. Et j'aimerais connaître votre avis sur la situation et l'impact de l'homme sur la nature. Comment percevez-vous cela et comment percevez-vous les interactions entre l'être humain et la nature? Eh bien, je dirais qu'il y a deux approches. D'abord, la façon de vivre des êtres humains sur cette planète. D'abord, c'est la construction. On se rend compte que l'on construit énormément d'espace, surtout pour nous loger. Et donc on détruit énormément de zones naturelles pour cela. Et énormément... en Corée, ça se passe beaucoup. Il y a énormément de gens qui vivent dans de grands appartements. Et cela suscite beaucoup de problèmes en termes de matériaux. On utilise énormément de matériaux pour construire ces édifices. Et malheureusement, il y en a certains qui arrivent à épuisement dans la nature. Et dans le futur, je ne sais pas exactement quand, mais les gens pourront peut-être changer ces matériaux, mais en faire des maisons un peu plus petites. Et par exemple, si on prend l'exemple d'un escalier qui est fait de béton, ça doit changer, cela doit changer.
Et j'essaie de penser à la société pendant l'ère de la modernisation et de l'urbanisation, et du développement. Eh bien, nous nous rendons compte que que nous étions surveillés, que nous étions contrôlés. Par exemple, à l'époque de la ségrégation, avec des injustices de l'exclusion qui affectent les peuples, dans les villes et les pays. Et ça, ce sont des éléments que l'on peut retrouver autour de nous en permanence. Et donc, ces problèmes sociaux doivent être résolus et nous devons travailler de façon plus inclusive. Et comme je suis enseignant, normalement, j'enseigne au sein de mon université et surtout pour mes étudiants de master. J'ouvre toujours mon cours par ce genre de problématiques et justement, on parle un petit peu de cette chronologie de la construction. Et la résilience et la détermination de la communauté est aussi très importante. Il y a d'autres histoires détaillées que je raconte à mes étudiants, mais malheureusement, je n'aurai pas le temps de les partager. Mais voilà, ce sont toutes les choses que nous essayons d'aborder avec mes étudiants. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci d'avoir parlé de cette idée d'échelle des édifices, des matériaux qui sont une problématique très importante, mais qui est aussi un outil. Et pour continuer, d'ailleurs, je vais changer de langue. Puisque nous sommes interprétés, je vais continuer à parler à Chai Hongfeng. Est-ce que vous pouvez nous dire les éléments qui connectent pour vous entre ces différents discours? Parce qu'un des éléments de la fabrication d'un manifeste, c'est sa pluralité des outils, la pluralité des discours, la pluralité des origines et la manière de le voir d'une manière tout à fait différente. Donc comment ressentez-vous finalement cette connexion à l'altérité, à l'ailleurs? Chai Hongfeng, are you okay with this question, or Ishida? Vous avez entendu cette question, n'hésitez pas à répondre, hein, Chai Hongfeng ou Ishida. Vous désignez qui? Ishida, allez-y, je vous en prie. Oui. Donc, bien sûr, il y a la question de différence de tradition culturelle qui reflète dans la façon dont on perçoit la crise qui est universelle. Et que ça implique aussi la question de la modernisation, l'industrialisation, donc tout un processus historique depuis la révolution industrielle, n'est-ce pas? C'est la question de l'anthropocène. Mais à mon avis, si on accentue trop la différence culturelle dans cette problématique, ça serait difficile de, trouver une plateforme commune pour concerter les actions. Et donc, il faudrait peut-être clarifier les types de questions qu'on pose à propos de cette problématique commune. Alors, donc, il faudrait peut-être que je propose quelque chose, c'est de, faire une sorte de liste, je ne sais pas si c'est liste, mais les critères des critères de concepts qui définissent les types d'organisation, les types d'interrogation concernant les questions culturelles que pose, ou la question de différence culturelle que pose
la problématique universelle qu'est l'Anthropocène. Voilà, c'est mon point de vue. Chen Rongfeng, comment vous percevez cette interrelation humaine et cette manière dont on doit aborder les enjeux d'un manifeste ensemble? Chen Rongfeng, can you tell us how do you feel this interrelation and the way that we should communicate towards an idea of a world manifesto? What would be the tools and what would be the idea, even including cultural differences? Are you still here, Chen? Yes. I'm trying to open my camera. I hope it works. Oui, j'essaie d'ouvrir ma caméra. J'avais perdu la connexion. Est-ce que vous pouvez juste répéter la question? Donc ma question était, le professeur Ishida venait de parler de comment on doit mettre en exergue les concepts dans le contexte de ce manifeste pour faire collaborer des différences culturelles et comment on peut travailler ensemble. Donc, je voulais savoir quel serait l'outil pour vous pour développer ce manifeste qui irait au-delà des frontières. Vous êtes un artiste et vous avez une façon particulière de traiter les choses. Donc, comment agirez-vous? Je pense que l'image et le son visuel sont universels. Voilà mon outil. Je pratique particulièrement dans le cinéma, la photo. Je produis des films, des vidéos. Je voudrais explorer l'essence de notre existence à travers le cinéma, à travers la photo. Explorer notre identité, d'où nous venons, qui sommes-nous et où allons-nous? Bien évidemment, explorer ces grandes questions, on va en utilisant des petites choses, par exemple les végétaux, les oiseaux, qui sont considérés comme des espèces invasives. Donc, je suppose que la réponse est que, à travers des images et le film, surtout en ce moment, dans cette période de pandémie, je pense que c'est ma façon de communiquer en ligne. J'espère que ceci a répondu à votre question. Oui, absolument, et j'apprécie. Je pense que oui, on peut considérer. Non, il traduit. Quelque chose qui se déplace, quelque chose qui n'est jamais terminé et qui ne sera pas fini, mais qui en même temps doit, à l'intérieur de ce mouvement-là, laisser la possibilité aux gens d'en extraire et d'y comprendre des éléments qui peuvent nous permettre de débusquer des idées. Du coup, Ishida, est-ce que pour vous, l'idée de voir un manifeste comme un élément mobile et en évolution est quelque chose qui peut philosophiquement ou conceptuellement fonctionner, en tout cas pour avoir une approche commune? Oui, tout à fait, parce que notre collègue chinois a bien soulevé la question de l'expression artistique et que je pense qu'avec les techniques modernes, on peut donc visualiser beaucoup pour faire une expérience esthétique de la question de la frontière entre l'être vivant et l'artefact fabriqué industriellement, etc. Donc, il y a beaucoup de possibilités de faire une expression, exprimer ces problématiques. En rassemblant des efforts, disons, d'expression culturelle. Voilà, je pense que c'est tout à fait dans cette voie qu'il faudrait avancer.
Et du coup, I will ask the last some kind of a question again to Inri Lee, because also. Et donc j'aimerais poser une question à Inri Lee, puisque comme il parle comme un architecte, on parlait de différents matériaux, mais comment peut-on esthétiquement... Et comment ça se fait qu'ils n'entendent pas en anglais? Excusez-moi. Parce qu'en fait, et eux, ils me disent qu'ils n'entendent pas. Excusez-moi, nous sommes en discussion avec les traductrices que j'avais à chaque fois prié de venir sur scène dès qu'il se passait un problème, et nous sommes ravis qu'elles interagissent avec moi. Et effectivement, vu qu'ils me disaient qu'ils ne me comprenaient pas, j'étais assez perturbé. Mais... Ah, c'est quelqu'un qui sait... Yes, I can. Ok, super. Oui, moi je vous entends très bien sur le canal anglais. I can. Ah, super. Quand je parle en français, vous m'entendez en anglais. Très bien. Et c'est peut-être Monsieur Inri qui n'entend pas. Yes. Ah, ok. C'est ok. Est-ce que vous, du coup, Chen Hongfeng, vous pensez, par rapport à la sensibilité sur un message aussi compliqué que celui de l'impact de l'homme sur la planète, la sensibilité est l'un des médias qui permet de questionner aussi les sciences. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans des situations où vous arrivez à déplacer des recherches scientifiques, voire déplacer finalement des points de vue, disons même politiques ou des idées? All right, we are facing up some kind of a problem. Oh yes, okay, that's my question. Yes. Non, il y a juste un petit peu de décalage, la connexion n'était pas très bonne, mais je crois que j'ai compris. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de formuler les choses. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de bousculer ou de défier la science. Peut-être d'explorer la science serait la bonne formulation. Pour moi, la science et l'art doivent travailler ensemble, main dans la main, puisqu'il y a des terrains inconnus à découvrir pour la science. Il n'y en a pas, alors que pour l'art, ça peut être le cas, et donc l'art peut aider justement à redécouvrir certains aspects. Et je dirais que ça, c'est le message que j'aimerais diffuser, en tout cas. Merci beaucoup, Chen Hongfeng, pour votre message. Il nous reste 2 minutes avant la fin de cette première session. Inri Lee, any message that you want to say? We have 1 minute left if you want to say. Souhaitez-vous dire quelque chose? Il nous reste 1 minute. Et ensuite, j'arrêterai de changer de langue pour les interprètes. Bien, merci de me laisser cette dernière opportunité de m'exprimer. La prochaine fois, j'essaierai de traduire les choses du français à l'anglais. Cette fois, je n'ai pas compris, parce que malheureusement, je n'ai pas pu tout comprendre pendant cette conférence, peut-être à cause de la connexion. En tout cas, je pense qu'à travers la publication, avec des articles courts, même parfois juste des photos, et le simple fait de partager ce genre d'outils, eh bien, on peut partager énormément de choses en termes de pensée. Et on peut arriver à se rejoindre aussi par la pensée, et pour l'humanité, et pour tous les êtres humains qui peuplent cette planète. Et je vous remercie énormément de
d'avoir pu exposer ma pensée. Merci au public d'avoir participé à cette première session. Alors je suis très ému de commencer avec les pays de l'Asie où j'ai vécu pendant une dizaine d'années, et on va continuer à tourner le globe dans les minutes à venir. Inri Li, Ishida, Chen Hongfeng, merci d'avoir pris la parole dans un monde aussi vulnérable que soit-il, malgré nos défis d'être ici avec Internet, de ne pas parler les mêmes langues, de ne pas toujours avoir la même agilité ou les mêmes manières de fonctionner avec un ordinateur. En tout cas, pour moi, c'est le début de la journée, et le message que vous avez passé est vraiment un bon début. Et merci beaucoup, en tout cas, pour toute cette attention que vous allez donner pour tout au long de la journée. Je vous invite à rester, si vous le souhaitez, dans le chat de conversation et envoyer vos commentaires et potentiellement reprendre la parole à un autre moment dans la journée. Je regrette juste de ne pas avoir reçu aujourd'hui différents pays qui sont les îles Marshall, la Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, la Micronésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui, je l'espère, au prochain manifeste seront présents. Écoutez, et l'Australie, bien sûr, qui peut-être va arriver dans quelques instants à cause d'un problème fuseau horaire. Merci à vous tous pour la première session, et n'hésitez pas à continuer de nous suivre ici.